Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. La polémique continue autour de la politique à observer à l'égard des migrants. C'est Gérard Collomb qui met les pieds dans le plat en disant qu'il a démissionné en 2018 du ministère de l'Intérieur parce qu'Emmanuel Macron voulait créer un hotspot dans le sud de la France. Alors, aviez-vous entendu parler de ça à l'époque ? Est-ce que vous croyez la version de Gérard Collomb ? Moi, j'en avais pas entendu parler à l'époque. On avait le sentiment que c'était les affaires lyonnaises qui avaient beaucoup mobilisé le départ de Gérard Collomb. Mais le fait qu'il revienne dans le débat politique en faisant du commentaire sur ce sujet-là atteste en fait du flottement et d'une forme d'impréparation. Moi, je me rappelle à l'époque que ce qui avait beaucoup défrayé la chronique, c'était la position de la France de refuser d'accueillir l'Aquarius. On avait une situation absolument comparable à celle qu'on a vécue là avec l'Ocean Viking, c'est-à-dire des pays qui refusent d'appliquer le droit international maritime qui est celui de proposer un port sûr. Parce que d'abord et avant tout, avant d'être un enjeu de politique migratoire, quand on est confronté à ce type de situation... C'est un enjeu humanitaire, sauver des vies. D'humanité. C'est l'Espagne à l'époque qui avait... C'est l'Espagne, en effet, qui avait d'une certaine manière lavé l'honneur de l'Union européenne. De la même manière qu'aujourd'hui, et je m'en félicite, la France a pris ses responsabilités après que 2 pays membres du mécanisme européen de solidarité, des pays européens, Malte et surtout l'Italie, aient eu une attitude qui va à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. D'abord dans le respect du droit, je le dis à l'instant, en montagne comme en mer, quand il y a des personnes qui sont en danger, d'abord on applique le principe d'humanité, de dignité et on prête secours. Et donc, le macronisme flotte un peu là-dessus, on a l'impression, entre l'Aquarius, l'Ocean Viking. Qu'est-ce que le macronisme par rapport aux migrants ? Une volonté d'accueil ou une volonté de refouler ? Eh bien, c'est toute la difficulté. On va avoir, je l'espère, des réponses. Vous savez, depuis le mois de septembre, on attend le fameux débat sur la politique migratoire. Il y a une forme de procrastination. Je vous rappelle que durant l'été, Gérald Darmanin avait annoncé qu'en septembre, le débat sur la politique migratoire serait sur la table. À l'époque, probablement pour des mauvaises raisons. Rappelez-vous, on sortait de l'élection présidentielle et il y avait cette espèce de droitisation assez assumée en disant il faut qu'on mette le sujet au cœur des débats et qu'on envoie peut-être à un moment où il n'y a pas de majorité parlementaire et pas de majorité politique pour Emmanuel Macron des signaux à destination notamment des Républicains. Ça bouge de ce côté-là. Les signaux ne sont pas les mêmes. Les signaux, ils vont dans ce sens. Ce que je commençais à dire, c'est que le débat n'a pas eu lieu en septembre. On nous l'a promis pour bientôt. On n'a toujours pas de date au Parlement sur le moment où aura lieu ce débat. Et on a des bribes de ce que sera la future loi sur l'immigration. Moi, le message très clair sur cet enjeu, et pour répondre à ce que le en même temps macronien fait ou ne fait pas, c'est qu'il y a d'abord, sur cette question précise de l'accueil en situation d'urgence, un principe d'hospitalité qui est l'honneur d'abord de toute civilisation, je veux dire la tradition judéo-chrétienne, l'histoire même des civilisations, quelle qu'elle soit, partout dans le monde, c'est à un moment donné cette logique d'hospitalité. Alors, on accueille, ça ne veut pas dire qu'on garde. Et je suis absolument d'accord. Ça veut dire au moins qu'on fait valoir le droit à l'examen d'une situation qui est celle de la demande d'asile. C'est-à-dire que quand on déshumanise des individus, vous savez, moi je me rappelle à l'Assemblée nationale, d'ailleurs le Rassemblement national y donnait son vrai visage, dans le débat sur le budget, une députée du Rassemblement national, on parlait des secours en mer, du budget, vous savez, de la Société nationale de secours en mer. Et elle dit, mais je comprends pas, la SNSM, c'est pas fait pour sauver des migrants, c'est fait pour sauver des vies. Vous vous rendez compte la brutalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, derrière le migrant, on va plus voir un frère en humanité, on va voir une menace, un chiffre, une statistique. C'est ce qui s'est passé dans la Manche quand des migrants ont appelé au secours et qu'on leur a dit non. Vous vous rendez compte, moi j'en ai chialé quand j'ai lu le papier dans Le Monde racontant la manière dont on était arrivé à ce point de déshumanisation, c'est-à-dire que ce réflexe de solidarité en mer qui fait l'honneur des marins comme en montagne quand il y a une situation de péril imminent et qu'on se renvoie dans une sorte de partie de ping-pong totalement mortifère. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à l'Italie et c'est pas tout à fait un hasard que ce soit un gouvernement d'extrême droite qui ait pris cette position aussi dure en disant que la France prenne ses responsabilités. Donc j'espère qu'une clarification va avoir lieu parce que si le projet de l'Union européenne aujourd'hui, c'est le chacun pour soi et notamment, comme on le voit à la frontière à Briançon avec les parties de ping-pong entre les migrants qui passent
passe et on va les redéposer de l'autre côté de la frontière. Et là, quand on a 234 vies humaines, parmi eux aussi pas mal de mineurs, des enfants, et qu'on n'est pas capable d'avoir ce principe premier, alors on touche au cœur de nos valeurs. Mais là où vous avez raison, c'est que derrière, et au-delà de la seule question de l'urgence et de la survie, il faut avoir une clarification sur la politique migratoire. Qui va à la fois des conditions d'accueil jusqu'aux causes des migrations. On parlait des 8 milliards de personnes sur la Terre. On peut avoir une illusion trumpiste de se dire qu'on va ériger des barrières comme il tente de le faire, comme Trump tentait de le faire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais c'est pas possible. On sait que dans les années à venir, le réchauffement climatique, les crises climatiques vont mettre en situation de départ de leur pays plus de 200 millions de migrants. Tous vont pas venir en Europe, mais on va avoir de toute façon une question qui va pas se gérer dans l'égoïsme des nations, mais qui doit forcément se traiter à l'échelle planétaire. Et vous savez, on est en plein dans la COP27. J'ai peur qu'on n'ait pas pris la totale mesure de ce que ça signifiait au nom de raisonnements à court terme et d'égoïsmes nationaux. Sur les côtes du nord de la France, eh bien, les Anglais payent, ils payent encore plus, et puis nous, on met plus de policiers. C'est ça la bonne solution ? Vous voyez, ça c'est pour moi la solution à la petite semaine qui prend pas la mesure de la situation. Les Anglais ont sous-traité, c'est les accords du Touquet, leurs frontières extérieures à la France. Et nous, on est une sorte de prestataire des Anglais qui, au gré du chèque qu'ils mettent sur la table, intensifient ou pas les politiques de contrôle. Ce qu'on a vécu dans le drame de l'année dernière, déjà, si on pouvait avoir une coordination intensifiée, améliorée sur les politiques de secours et qu'on ne se retrouve pas avec des drames de cette nature où, à la fin, des hommes et des femmes qui sont dans l'eau et qui appellent d'un côté les services de secours anglais et surtout les services de secours français et qu'il n'y a pas de réponse immédiate, moi, ça me fout les boules, pardon de le dire. Bousculade aux pompes à essence, car c'est la fin de la ristourne de 30 centimes offerte par le gouvernement aujourd'hui. Eh bien, est-ce que c'était la bonne manière de faire ce coup de pouce ? Non. Voilà. C'est-à-dire que dans l'urgence immédiate, il fallait une solution pour atténuer les effets du renchérissement du prix du pétrole, notamment lié à la guerre en Ukraine. Mais derrière tout ça, la vraie question, c'est celle du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir faire des boucliers tarifaires qui durent un certain temps, puis quand ils s'arrêtent, c'est la catastrophe. Mais le sujet central pour nos concitoyens aujourd'hui, c'est comment, avec une inflation galopante, les salaires arrivent à s'aligner. Et quand je parle de salaire, c'est de la fiche de paye, c'est du salaire soumis à cotisation sociale. Sans emballer l'inflation, donc il faut quand même négocier, contrôler. Oui, mais vous voyez bien que là, on fait une sorte de stop and go. On est passé de 30 centimes en gros, on a nationalisé une partie de la facture énergétique. Donc le contribuable paye, en fait, ce que le consommateur ne paye pas. Le contribuable paye, tous les contribuables payent pour baisser la facture à la pompe ou pour l'achat du fuel ou le bouclier tarifaire. Mais on ne s'est pas attaqué à la racine du mal, qui est que la difficulté, elle est dans le niveau de salaire, dans le refus d'augmenter le SMIC, dans le refus d'une conférence nationale sur les salaires pour revaloriser globalement l'ensemble des salaires. Alors bien évidemment, en évitant la spirale inflationniste, mais là, on a un décalage tel en niveau de rémunération pour nos concitoyens qu'on va se tourner vers l'État. Et de manière, je crois, parfois un peu abusive, en considérant que c'est l'État qui peut corriger ce qu'il a lui-même déclenché en s'attaquant pas à cette question du partage de la richesse. Vous savez, on a une actualité chasse l'autre. Il y a quelque temps, on parlait de la nécessité de taxer des super profits pour dégager des marges de manœuvre, pour investir dans la transition énergétique, dans la politique de lutte contre le réchauffement climatique. L'idée, malheureusement, elle a été écartée par le gouvernement. Et lui, il est obligé, dans la contrainte budgétaire qui est la sienne, de bricoler. Voilà. Et il y a ce sentiment de bricolage, moi je trouve aussi dingue, en fonction de ce calendrier, les gens vont faire la queue aux stations essence dans une logique d'anticipation. De faire le plein vite fait. 85% du SMIC pour fixer le montant de la retraite minimale. Donc ça sera au-dessus des 1100 € promis pendant la campagne. Ça, c'est une bonne nouvelle, si la retraite minimale est bien indexée. Incontestablement. C'est-à-dire que c'était une proposition qu'on défendait de longue date, moi. Donc, si la réforme de retraite, ce n'était que cela, je la signe dès demain parce que elle correspond, là aussi, à un sujet de décalage pour les retraités. Il peut
on peut admettre qu'il y a une partie non négligeable de personnes âgées, notamment de veuves, de retraités agricoles, qui vivent à un niveau qui n'est pas compatible avec une vie digne. Le problème, c'est que dans la réforme de retraite qui est annoncée, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est par petits bouts. Moi, j'étais dans le groupe de contact avec les parlementaires, avec Olivier Dussopt, il y a quelques jours. Et il nous saucissonne un petit peu la réforme. Le premier volet de discussion, il est sur la pénibilité, ce qu'ils appellent improprement l'usure professionnelle. Très bien, parlons-en. Là, on va parler du minimum des retraites, mais le gros morceau, il arrive à la fin. Et c'est la question du report de l'âge légal. Et là, on va avoir des désaccords incontestables. Le congrès du Parti socialiste se profile. Est-ce que vous soutiendrez la direction sortante, Olivier Faure ? Je soutiens Olivier Faure pour une raison évidente, c'est qu'il a mouillé la chemise, il a pris un risque politique évident après une élection présidentielle qui malheureusement s'était très mal passée pour les socialistes. Il a adhéré à la NUPES. C'est pas une adhésion, c'est pas un club la NUPES. Il a fait le choix du rassemblement de la gauche et des écologistes et il a estimé avec la direction du parti que c'était le chemin par lequel nous pourrions, nous socialistes, repeser dans le débat politique à gauche. Repeser ou disparaître sous LFI ? Eh ben, c'est tout le contraire. Vous savez, s'il n'y avait pas eu cet accord, je serais pas devant vous, donc il y aurait un député socialiste de moins, et il n'y en aurait peut-être quasiment pas dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas ça qui compte le plus, d'avoir des députés, mais par contre, quand même, ça nous permet de peser dans le débat politique. Et j'ai le sentiment que ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis le mois de juillet, sur toute une série de sujets, c'est qu'on fait entendre notre voix singulière, qui n'est pas celle des écologistes, qui n'est pas celle des communistes, qui n'est pas celle de la France insoumise. On a des points de convergence et on a des points aussi de singularité qu'on est capable d'affirmer et d'assumer. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a dit cette coalition, c'est un espace d'émulation. Ben moi, je dis chiche, que le meilleur gagne, que ceux qui travaillent, qui proposent, qui organisent des convergences avec les autres. Prennent le leadership sur... C'est pas une question de leadership, parce que n'oublions jamais une chose, et c'est aussi la raison pour laquelle je soutiens Olivier Faure dans ce congrès, c'est que la démarche qui est la sienne, c'est d'avoir une obsession qui est celle de tordre le cou au scénario annoncé, qu'est la victoire de Marine Le Pen en 2027. Et pour que Marine Le Pen ne gagne pas en 2027, il faut qu'on continue à avoir le rassemblement de la gauche et des écologistes, et qu'à l'intérieur de ce rassemblement, il y ait une voix socialiste qui pèse, qui soit assumée. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce congrès, qui n'est pas un congrès qui s'adresse qu'aux socialistes, qui s'adresse à la gauche et à tous les Français. Est-ce qu'il est temps de laisser Adrien Quatennens revenir à l'Assemblée 2 mois après le problème conjugal qui a été le sien et qui a valu son retrait ? Il ne s'agit pas de laisser ou de pas laisser, c'est un cas de conscience d'abord pour Adrien Quatennens et pour la France insoumise. Mais moi, au-delà du cas individuel, c'est peut-être dur pour d'abord et avant tout la situation de sa conjointe, parce que on a une situation difficile, c'est peut-être dur pour lui, mais au-delà du cas individuel, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mal collectif auquel on doit faire face. Et donc, son retour, il peut pas s'exonérer du signal qui pourrait être envoyé de dire on passe l'éponge. On peut pas passer l'éponge de manière aussi rapide et aussi simple, et donc il va falloir qu'il trouve une manière de faire. Jérôme Gage, merci bonne journée. À vous.